Chers amis auditeurs, bonsoir, bienvenue pour cette fréquence Orage d'acier consacrée à un sujet de santé. Exceptionnellement, on va traiter de sujets très concrets et très pratiques, mais qui ne sont pas si éloignés des affaires politiques qui nous occupent à cette antenne, vous le savez. Et pour ça, je reçois aujourd'hui Iseul Turan, porte-parole des Antigones. Iseul, bonsoir. Bonsoir Monsieur K. On va parler des vaccins, Iseul, sous deux grands aspects. Le premier aspect, c'est l'aspect politique, l'occasion qui nous est donnée par l'actualité, on ne peut pas y échapper tout à fait, c'est l'imposition que veut faire le gouvernement d'une vaccination sur 11 vaccins. On va en dire un mot tout à l'heure, mais on va aussi aborder plus en profondeur l'histoire du phénomène vaccinal, le phénomène vaccinal de la population humaine, mais aussi de la population animale, qui concerne donc notre alimentation et qui n'est donc pas sans conséquence sur notre santé, puisque comme le disait le père de la médecine Hippocrate, que ton régime soit ta seule médecine. Dans le cadre de nos travaux sur l'écologie intégrale, sur l'écologie radicale, nous ne pouvions pas faire l'économie d'une émission sur les vaccins, d'abord parce que ça agite à fréquence régulière la scène publique, et puis surtout là parce qu'il y a une décision prise par le nouveau gouvernement, le gouvernement Macron, qui n'a pas d'ailleurs manqué de quelques surprises. On s'attendait à beaucoup de choses venant de ce gouvernement très oligarchique, mais on a eu quelques surprises dans les nominations gouvernementales, en particulier la présence de Nicolas Hulot, même si nous avons, à la suite d'autres, eu l'occasion de revenir sur les trahisons de l'écologie que peut représenter quelqu'un comme Nicolas Hulot. Il n'en demeure pas moins qu'il est une de ces personnalités qui, malgré son opportunisme, constitue un frein au devenir du monde, à son devenir marchandise. Et autre nomination, un peu dans le même genre, encore que là aussi il y aurait beaucoup à dire sur sa personnalité, Jean-Pierre Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, qui succède à Najat Vallaud-Belkacem, et à qui il était difficile de succéder dans le pire. Blanquer a envoyé là aussi des signes positifs de réhabilitation des études des humanités, des langues mortes, grec et latin, enfin de la littérature en général, des fables de La Fontaine, les fondamentaux, savoir lire, écrire et compter. Tout cela, en effet, était un peu surprenant de la part d'un gouvernement très progressiste, puisque c'est à cette lumière-là qu'il s'est présenté. C'était le gouvernement finalement des bougistes, des mouvementistes, des avancistes, des progressistes, et c'est dans ce cadre-là, en revanche, que s'inscrit très probablement la démarche de la ministre de la Santé de rendre obligatoire 11 vaccins, puisque, dit-elle, si je ne trahis pas sa pensée, pour restaurer la confiance, qui a été largement entamée sur la question des vaccins, elle se proposait donc de les rendre obligatoires pour, d'une certaine façon, donner à la pratique vaccinale la caution étatique. C'est une pratique ancienne, mais il y a un déficit de confiance, et elle voulait renouveler cette confiance par l'imposition, par la loi. Oui, alors tout à fait. Ce n'est pas que du gouvernement Macron. La décision de rendre plus de vaccins obligatoires a démarré en 2015 sous l'impulsion du ministre de la Santé qui était à l'époque Marisol Touraine. Elle avait déjà projeté de rendre ces 11 vaccins obligatoires dans une loi santé. Et à cette fin, elle avait mis en place ce qu'on appelle une concertation citoyenne, dans laquelle il était effectivement expliqué ce que vous avez déjà dit, à savoir la défiance des Français dans le fonctionnement vaccinal. Mais ça avait été abandonné pour plusieurs raisons. D'abord parce que l'Institut de protection pour une santé naturelle et d'autres acteurs avaient en fait fait une demande devant le Conseil d'État pour demander à ce que le DTP, seul, qui était donc la seule obligation vaccinale aujourd'hui en France, soit rendu disponible en souche unique, puisqu'aujourd'hui le DTP n'est commercialisé que sous la forme de l'hexavalent ou le quintavalent, donc qui comprend en fait 5 à 6 souches de vaccins et non pas 3 comme c'est obligatoire dans la loi. Oui, DTP, donc diphtérie, tétanos, polio. Et quand vous parlez d'hexavalent et de pentavalent, c'est-à-dire qu'il y a 5 ou 6 souches différentes dans chaque injection. Donc en fait, on vous fait une seule injection, mais c'est comme si on vous faisait 5 vaccins différents. Tout à fait, et dedans il y a par exemple la coqueluche et l'hépatite B, entre autres. Et les familles qui souvent pratiquent le DTP, même les familles, on va dire, sceptiques à l'égard des vaccins, souvent, même parmi les sceptiques à l'égard des vaccins, on convient de vacciner les enfants sur une base minimale qu'est le DTP. Ils demandent, pour pouvoir justement faire la vaccination la moins aversive possible, de pouvoir ne compter dans le vaccin que les souches concernées, donc diphtérie, tétanos, polio, et parfois même ils demandent, comme c'est le cas en Allemagne par exemple, à ce que ces souches soient injectées séparément.
Exactement, mais en France, ça n'est pas disponible, donc on ne le trouve que sous la forme de l'Exa ou du Quintavalent depuis 2007 à peu près. Donc là-dessus, le Conseil d'État avait rendu une décision le 8 février 2017, donc vous voyez, c'est assez récent, en exigeant le ministre de la Santé à rendre disponible ce fameux DTP obligatoire sous une forme de trivalent sous les 6 mois. Alors, on n'a pas vu aujourd'hui ce trivalent émerger sur le marché. On nous a même expliqué que c'était trop compliqué. Et là-dessus, en fait, cette saisine du Conseil d'État avait mis un peu un coup d'arrêt à cette volonté de la loi santé de Marisol Touraine, qui a repris donc avec le nouveau gouvernement. Mais cette fois-ci, pas dans une loi santé, mais dans une loi de financement de la sécurité sociale. Donc c'est assez amusant finalement qu'on trouve une politique vaccinale obligatoire dans une loi de financement de la sécurité sociale. Oui, parce que pour rappel, il faut dire aussi que les vaccins sont entièrement remboursés et que là, évidemment, les laboratoires, on en dira un mot tout à l'heure quand on parlera de Pasteur et de l'Institut Pasteur qui a pris sa suite, ce sont des milliards qui sont en jeu. C'est une économie absolument considérable, c'est un marché considérable. Et tout cela adossé à des logiques étatiques, c'est-à-dire qu'en fait nous sommes dans une situation qui favorise les conflits d'intérêts. On en avait déjà entendu parler au moment du ministère de Madame Bachelot sur la vaccination contre le H5N1. Déjà à l'époque, des rumeurs persistantes de conflits d'intérêts avaient émergé. Enfin, le cas se reproduit. Là, on parle aussi de la présente ministre de la Santé qui elle aussi serait concernée par ces conflits d'intérêts. C'est ce que fait savoir par exemple le réseau autour du professeur Joyeux, parce que ce conflit d'intérêts, évidemment, vient redoubler les difficultés déjà inhérentes au problème vaccinal. On va en dire un mot, évidemment, tout à l'heure. D'autant que la situation française est assez unique, dans le sens où la France a effectivement une politique d'obligation vaccinale qui a commencé très tôt, dès 1902, où en fait on a inséré donc cette idée d'obligation vaccinale avec la première vaccination anti-diphtérique en 1938, le tétanos en 1939, le BCG en 1949, la poliomyélite en 1964. Et puis soudainement la France a cessé cette politique d'obligation vaccinale avec le retrait en 1984 du vaccin contre la variole qui était donc le premier vaccin obligatoire. Et puis en 2007, suite à un rapport de commission au Sénat, avait été retirée l'obligation vaccinale du BCG. On avait eu aussi donc le gros scandale afférent aux problèmes liés à la vaccination sur l'hépatite B, qui avait donc aussi participé à cette fameuse défiance des Français dans les vaccins. Oui, parce qu'à l'époque, moi je m'en souviens parce que j'étais conscient politiquement, on va dire. Une énorme campagne de vaccination avait été lancée contre l'hépatite B, donc qui atteint le foie, en particulier sur des populations adolescentes, parce qu'on craignait que le nomadisme sexuel redéclenche une pandémie d'hépatite, et on a très vite su, à la fois par certains personnels de santé qui pouvaient par ailleurs être totalement gagnés au scientisme, au progressisme ambiant, qui pourtant, je pense à la mère d'un de mes amis qui était infirmière en hôpital, et qui avait mis en garde son entourage contre cette vaccination obligatoire, enfin en tout cas elle avait été obligatoire à l'époque, et très incitée par les politiques publiques, en particulier les politiques de communication, auprès des populations de lycéens et d'autres, et qui, là aussi, avait donné lieu à un scandale parce que des personnes avaient développé des scléroses en plaques suite à cette campagne de vaccination, et le lien avait été, sinon établi, en tout cas, très très fortement présumé. Il a été légalement établi, mais ce qui est intéressant, c'est que les gens ne savent pas qu'en vaccinant avec l'hexavalent, ils pensent en fait vacciner leurs enfants avec le DTP, et en fait, en réalité, ils vaccinent aussi avec l'hépatite B, puisqu'il y a l'hépatite B dans l'hexavalent. Donc c'est quand même assez inquiétant de voir que même après un scandale assez récent, on a encore le vaccin de l'hépatite B qui, alors certes, a été modifié, je ne sais trop quoi, mais qui finalement est complètement caché dans cette vaccination du DTP. Et donc c'est intéressant, oui, c'est que les pays anglo-saxons, eux, on part en fait d'obligation vaccinale. Donc la France vraiment se distingue, et on avait l'impression depuis 2007, notamment sous l'impulsion de Christine Boutin. De Christine Boutin, merci. Que effectivement, on était vers un alignement de la France sur ses homologues occidentaux, enfin oui, européens. d'Europe du Nord, on peut citer les pays. C'est vrai qu'en Suède,
En Norvège, au Danemark, la vaccination il est admis, disons, dans la culture politique, dans la culture civique, qu'il y ait une réserve à l'égard de la vaccination. On considère encore les familles comme étant souveraines en la matière. Il y a évidemment le cas de l'Allemagne, où les pratiques vaccinales sont quand même généralisées, comme en France, mais où cette culture de l'obligation n'est pas encore implémentée. Et puis on pense aussi à des pays où la qualité de vie est beaucoup plus évidente encore, comme la Suisse, où là, on est même dans une situation inverse, où la Suisse est presque devenue aujourd'hui le refuge de la littérature antivaccinale, et d'autres médecines que je n'ai pas envie d'appeler alternatives, mais simplement de médecines qui sont dans le soin, dans la guérison, et pas forcément dans cette politique assurantielle dont on va encore parler, Isole, juste après. Tout à fait. Donc là, on voit que la France avait fait un premier virement en 2007 et que là, en 2015, donc on repart sur une obligation vaccinale de manière assez inattendue. Alors, pourquoi est-ce que Christine Boutin, d'après vous, a été à l'origine de ce premier, sinon recul, en tout cas de ce premier coup de frein? À titre personnel, je ne sais pas vraiment pourquoi elle s'était motivée sur ce sujet, mais il est vrai que quand on prend en considération le procédé vaccinal en lui-même, on peut presque y voir une forme de baptême, c'est-à-dire que... Une sorte de baptême républicain. Presque un baptême républicain, en effet, puisqu'un enfant ne peut pas entrer en collectivité, qu'il s'agisse de la crèche ou de l'école, sans avoir été vacciné au moins contre le DTP, pour entrer dans ces collectivités. Donc finalement, ça a le même rôle social que le baptême. Un enfant naît, même un être vivant, parce qu'on vaccine les enfants, mais on vaccine aussi énormément les animaux, donc tout être qui va être lié à la civilisation humaine va être vacciné, qu'il s'agisse d'un animal comestible ou d'un enfant. Et d'une certaine manière, je pense qu'il y a chez les catholiques une très grande dimension, une très grande attention, on va dire, sur tout ce qui va être les phénomènes des nouvelles religions. Et là-dessus, ils ont tout à fait raison de se méfier. Et je pense qu'il y a chez les catholiques un terreau très de vigilance, en tout cas, à défaut de... Oui, à défaut de savoir, en tout cas, il y a une intuition d'une sorte de religion laïque, avec ce culte presque un culte d'État, de la personne de pasteur, des pratiques pasteuriennes en général. Donc une sorte de demi-réserve, un petit peu comme il y a l'école libre finalement, enfin les écoles sous contrat, par rapport à l'école de la République, quoi. Il y a une sorte de retrait, un demi-retrait. Alors, en tout cas, on peut y voir une intuition certaine, c'est-à-dire que ce ne sont pas des populations qui vont forcément s'opposer à la vaccination, ce sont plutôt des populations d'ailleurs qui vaccinent, mais qui vont être très réservées sur la notion d'obligation vaccinale parce que justement, ils vont considérer que il n'y a pas d'autre baptême que le baptême chrétien et que on ne doit pas forcer les gens à avoir une pratique qui n'est pas conforme à leurs opinions, et en tout cas, ils considèrent la vaccination comme un fait médical à part entière, et non pas avec finalement cette sorte de scientisme et de rituel qu'il y a derrière. Il l'envisage vraiment comme une médecine. Est-ce que le fait aussi que Christine Boutin soit très informée sur les questions, on va dire, d'éthique, même si ce mot détonne un peu dans notre bouche ici sur Fréquence Orage d'Acier, parce qu'il y a un mot très vieux qui marche très bien, qui est la morale, mais disons sur, par exemple, le thème du droit de retrait, de l'exception de conscience... L'objection de conscience, pardon. Oui, tout à fait. Ce sont des thématiques qui sont vraiment très très portées par la frange bourgeoise catholique, parce que c'est de ça dont il s'agit. C'est à la fois quelque chose qui comprend une religion, mais c'est une sociologie en France. Il faut en avoir conscience. Et cette sociologie est effectivement très attentive aux objections de conscience, aux exceptions, à la prise en compte du plus faible, et donc évidemment la politique à tout va de vaccination et de ce qu'ils appellent une politique particulièrement volontariste vaccinale, c'est une population qui est sensible, et ça ne choque pas l'électorat de Christine Boutin d'avoir des positions de réserve, du moins. Alors pour revenir à notre sujet, donc Christine Boutin, un premier coup de frein en 2007-2008 quand elle était ministre de la Famille, je crois. Alors, c'est surtout parce qu'en fait, loi de 2007 était en réalité une loi de protection de la petite enfance, et donc pas une loi de santé. Et dans cette loi de protection de la petite enfance, c'est cette fameuse loi qui va mettre un gros coup de pression à l'école libre, notamment sous la question de lutte contre les sectes. Et c'est dans ce cadre-là qu'ils avaient eu l'intention de rendre les vaccins plus obligatoires.
Et dans ce débat, on avait fini par aboutir au fait que non, on finissait par retirer l'obligation vaccinale du BCG et qu'au contraire, on laissait une politique plutôt plus libre, du moins. Oui, parce que là, il faut être tout à fait honnête. En effet, souvent, dans les milieux, on va dire, des médecines alternatives, voire des médecines parallèles, ou carrément, en fait, de l'exercice illégal de la médecine, d'arnaque à la santé, comme ça peut être le cas dans certains mouvements sectaires. On va vous proposer de soigner un cancer avec des tisanes. Tout cela existe. Il y a un double phénomène. Il y a à la fois un scepticisme tout à fait fondé à l'égard des vaccins. Il y a un refus finalement de cette norme surplombante venue des différents ministères, ministère de l'Intérieur, ministère de la Santé, que sais-je. Une tendance quand même à vivre en communauté, à en vivre séparé d'une certaine façon de toutes ces pratiques sociales qui font le corps social français. Il y a à la fois de bonnes raisons, des raisons légitimes dans ces milieux, on va dire des nouvelles spiritualités, des mouvements sectaires, de se tenir loin des pratiques vaccinales, et il y a aussi, alors là, carrément, l'enfermement, la vie communautaire vraiment recluse, et des enfants souvent sans éducation, sans instruction, et parfois même dans des situations sanitaires déplorables. Et donc, en fait, tous ces phénomènes-là se croisant, on va dire que dans la lutte anti-secte, on a utilisé la question vaccinale, comme on utilise souvent la question scolaire, comme un moyen finalement d'intrusion dans ces milieux. La question des sectes est une très bonne excuse pour pouvoir faire passer un peu ce qu'on veut. Évidemment, je dis pas que la situation dans les sectes c'est la panacée, hein, c'est pas du tout le sujet. Ce que je veux dire, c'est que c'est comme le terrorisme, ce sont de bonnes excuses pour pouvoir avoir une politique intrusive et intrusive dans la liberté des familles. Et là, ce que je voudrais mentionner, c'est que vous avez commencé, Monsieur Carr, en disant qu'il s'agissait pas directement d'un sujet politique, la vaccination. Alors là-dessus, je vous rejoins entièrement, ce n'est pas un sujet politique et ça ne devrait pas l'être. Seulement aujourd'hui, c'est comme l'école, ça devient un sujet politique. Pourquoi ça devient un sujet politique ? Parce que ça s'attaque directement aux libertés des familles. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant qu'en 2007, les deux problématiques aient été liées. C'est qu'en fait, on avait en 2007 mis sur le même plan la vaccination obligatoire des enfants et la question vaccinale. Et en fait, tout ça, ce sont des choix parentaux. Ce sont des libertés parentales. C'est-à-dire que évidemment, les familles ont obligation d'instruction. Évidemment, les familles ont obligation d'élever leurs enfants dans un milieu d'hygiène minimale et sain. Ils sont garants de la bonne santé de leurs enfants, mais ils sont censés avoir une liberté. Et ça, c'est une liberté fondamentale des familles. Et les familles, c'est le premier, si vous voulez, c'est la première communauté pré-politique. C'est un espace qu'aujourd'hui, on cherche à déposséder de plus en plus de ses facultés de décision, parce que on considère que les familles sont finalement de moins en moins légitimes à décider pour qui que ce soit. Et c'était intéressant qu'en 2007, ces deux problématiques soient liées, parce que en réalité, c'est le cœur du problème, c'est la question anthropologique de la famille et du rôle du père et de la mère de famille. Oui, parce que pour rappeler à nos auditeurs, qui pourraient être étonnés qu'on soustrait l'éducation et la santé des pouvoirs régaliens, alors même que la France a toujours eu une politique nationale de santé, une politique d'éducation nationale, que sais-je, ou même d'instruction publique avant, ces pratiques d'éducation et de santé ne relèvent pas des pouvoirs régaliens. Hein, je les rappelle, le pouvoir régalien, c'est la justice, la monnaie, les frontières, la politique étrangère, la défense. Mais il n'y a pas là-dedans ni la santé, ni l'éducation, qui, comme vous le disiez justement, Iseul, sont des puissances, enfin des souverainetés, des subsidiarités familiales. Exactement, et c'est à ça que s'attaque justement le procédé vaccinal dans son caractère obligatoire, parce que on peut aborder la vaccination de deux manières. On peut l'aborder soit sur le caractère obligatoire, et là c'est ce qu'on est en train de faire, et on va rester un petit moment sur cette thématique parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais il y a aussi le procédé vaccinal en lui-même, qui mérite évidemment sur lequel on peut évidemment s'interroger. Mais ça, on en parlera en deuxième partie de l'émission. Exactement. Mais ce que je veux dire par là, c'est que sur le caractère obligatoire, là, c'est une défiance à l'intention des familles. Et là, ça devient politique. Et ça devient politique aussi parce que c'est aussi compris d'ailleurs dans le procédé vaccinal lui-même. C'est-à-dire que il ne s'agit pas d'une médecine. Le vaccin n'est pas médical. Quand vous recevez un vaccin, c'est justement que vous êtes une personne saine et bien portante.
Donc, quand on vous inocule un vaccin, c'est qu'on est dans une logique de médecine, non pas curative, je le répète, mais dans une médecine préventive. Vous avez même utilisé dans un de vos écrits que vous préparez là avec le groupe des Antigones de médecine assurantielle. Exactement. Donc là, j'ai bien, c'est que cette médecine préventive, elle a même une garantie. C'est-à-dire que, en général, quand on fait une médecine préventive, donc on va essayer de se prévenir, par exemple, du diabète, on va avoir un régime alimentaire le plus sain possible et limiter les sucres, etc., pour éviter d'avoir un diabète. Mais quand on vous vaccine et qu'on vaccine un nouveau-né, là, on a une garantie. On demande la garantie de ne pas avoir la maladie contre laquelle on a été vacciné. Et ça, c'est qu'on n'est même plus, en fait, dans une médecine préventive, en réalité, on va même au-delà, on est dans une médecine assurantielle. Mais le basculement, en fait, qui va faire du vaccin vraiment une problématique politique, c'est qu'on a implémenté dans la tête des gens l'idée que sans vaccin, on serait finalement un peu tous morts. Et que ce procédé n'est pas assurantiel, mais qu'en réalité, il est la raison pour laquelle nous sommes en bonne santé. C'est parce que nous sommes vaccinés que nous sommes en bonne santé. Donc c'est une inversion totale du procédé. C'est un petit peu comme si vous vouliez votre assurance, vous souscrivez une assurance et vous vous disiez j'ai souscrit mon assurance, il ne m'arrivera rien. Non, c'est faux. Et à l'inverse, c'est pas parce que vous ne souscrivez pas d'assurance qu'il va nécessairement vous arriver dans l'heure un accident. Les deux n'ont pas de corrélation. Et de la même manière qu'on pourra aller un peu plus loin, parce qu'on va élaborer ça un peu plus en deuxième partie de l'émission, mais vous pouvez très bien souscrire votre assurance et avoir un pépin quand même. C'est-à-dire que vous pouvez être vacciné contre une maladie et l'avoir quand même. Les cas sont documentés, on va donner une bibliographie là aussi en deuxième partie d'émission, mais des choses tout à fait documentées, des tableaux chronologiques avec les pratiques vaccinales et la croissance de certaines pathologies qu'elles étaient censées prévenir. Et parfois le lien tout à fait artificiel qui est créé entre la disparition d'une pathologie et la pratique vaccinale, alors qu'en fait, parfois c'est lié à un autre phénomène parallèle, c'est vrai, tout à fait contemporain de la vaccination, mais qui lui peut être la cause plus efficiente de la disparition de ces pathologies, comme par exemple les progrès de l'hygiène. Et d'ailleurs, pour vous montrer vraiment la manière dont la politique vaccinale est construite en France, et pour vous montrer à quel point elle passe vraiment dans une logique qui est même donc assurantielle et même au-delà de cela, le rapport qui est issu de la concertation citoyenne qui a lieu en 2015 expliquait la défiance, le développement de la défiance du fait de l'insuffisance de mise en œuvre de certaines vaccinations. Donc ce qui est amusant, c'est le rapport explique que c'est parce que les gens ont commencé à moins se vacciner du fait de la non-obligation de certains vaccins et qu'ils se sont rendus compte qu'ils n'étaient pas plus malades, que ça a créé une défiance. Et je trouve que cette phrase est vraiment très étonnante et dénote bien finalement le contexte dans lequel sont les gens qui font la politique vaccinale. C'est-à-dire qu'ils considèrent qu'une personne qui ne se vaccine pas se met en danger. Alors, il y a deux grands arguments qui sont avancés par les autorités qui veulent rendre obligatoire la vaccination, enfin qui ont rendu déjà depuis très longtemps, la vaccination obligatoire, on va en dire un mot tout à fait tout de suite. Mais les deux grands arguments, c'est si vous ne vaccinez pas vos enfants, vous les mettez en danger. Et le deuxième argument, c'est vous voulez pas vacciner vos enfants ? Très bien. Mais dans ce cas, si vous ne le faites pas pour eux, faites-le au moins pour les nôtres. Sous-entendu, pour les enfants de tous ceux qui sont vaccinés et qui les vaccineront. Comme si, en fait, une personne saine qui refusait de se vacciner, on en dira un mot tout à l'heure, pourquoi les raisons valables pour lesquelles on peut refuser les vaccins, cette personne qui refuserait les vaccins mettrait en danger l'ensemble du troupeau. Et on est vraiment dans ça. On est vraiment là-dedans, c'est-à-dire c'est une logique du parc humain, comme dirait Sloterdijk. On est vraiment dans la logique du troupeau. Exactement. On vous dit, vous n'avez pas souscrit d'assurance, vous allez mourir. Il va vous arriver un pépin. Et vous allez compromettre même peut-être l'existence du troupeau tout entier. Exactement. Qui lui est vacciné. Exactement. Alors, et du coup, il y a deux paradoxes qui sont intéressants à signaler là. D'abord, c'est finalement l'irresponsabilité qui est inscrite en fait là-dedans. C'est qu'on se retrouve en fait avec des parents que l'on juge irresponsables. Ils sont irresponsables s'ils ne vaccinent pas leurs enfants. Et ils sont irresponsables à l'égard de ces enfants-là et à l'égard des enfants des autres. Mais l'irresponsabilité, c'est touche aussi, je crois, les parents de ceux qui vaccinent. Les parents qui vaccinent leurs enfants sont aussi irresponsables. Dites-nous en quoi ils ont perdu finalement leur liberté de choix.
Alors oui, parce qu'en fait, on peut entendre irresponsable effectivement dans plusieurs sens, et effectivement, le procédé vaccinal cherche à mettre, il n'y a plus de responsabilité de personne. C'est-à-dire que vous vaccinez ou que vous vacciniez pas, vous êtes un irresponsable de nature. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, dans l'argument vaccinal de prime abord, on explique que il faut vacciner les plus faibles, les plus petits, et ceux qui n'ont pas encore la responsabilité de pouvoir le faire, puisqu'en effet, un enfant de 3 mois ne peut pas prendre la responsabilité de se faire vacciner. Et d'ailleurs, on entend quand on dit, par exemple, oui, Madame Machin n'a pas vacciné son fils, eh bien, immédiatement, la réflexion de la personne en face, c'est c'est très irresponsable de sa part, quand même, c'est pas sa vie, c'est bien celle de son enfant qu'elle met en jeu. Et vous voyez, l'enfant n'a pas la possibilité de se faire vacciner, mais s'il l'avait, il le ferait certainement. Et donc, on met ses parents devant un choix, mais qui n'est pas un choix. C'est-à-dire que vous êtes irresponsable si vous ne le faites pas, et vous vous dédouanez de toute responsabilité en le faisant. Donc en fait, quel que soit du côté de la barrière où vous êtes, on est dans une logique en fait de l'irresponsabilité collective. Et c'est d'autant plus intéressant que s'il y a un problème, évidemment, là encore, il n'y a pas de responsable. Ça ne peut pas être le médecin qui l'a inoculé, évidemment, il ne savait pas, le pauvre. Ça ne peut pas être le parent, puisqu'il était soumis à une obligation vaccinale. Et puis, ça ne peut pas être le laboratoire pharmaceutique. C'était écrit... Oui, puisque ce sont des bienfaiteurs de l'humanité. Évidemment, puis c'est surtout qu'il s'était couvert dans les petites notices en bas que personne ne lit. Donc finalement, là encore, on n'a pas de responsable pour rien. Donc tout le procédé vaccinal, en fait, cherche à faire... à diluer la responsabilité, en fait. Diluer la responsabilité et surtout de ne pas reconnaître la vraie responsabilité des parents, qui est celle de pouvoir choisir ou non le procédé vaccinal, de choisir ou non cette fameuse assurance pour leur enfant. Assurance que là encore, sur laquelle on a des doutes. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que tout est mis en place autour de l'école. C'est-à-dire qu'au même titre... Pour qu'un enfant rentre à l'école ou rentre en crèche, donc en collectivité, il doit être vacciné. Et pas que contre le DTP. Les organismes demandent aussi souvent le ROR et le BCG. Alors ROR, oreillon, rougeole, rubéole. Exactement, donc que des maladies bénignes en fait. Bénignes pour les enfants en bas âge, bénignes et en bonne santé, sachant que ça peut être, les oreillons peuvent être une chose très sérieuse pour les adolescents. Et la rougeole très sérieux pour les femmes enceintes. Donc évidemment ce sont des maladies qu'il vaut mieux avoir dans la petite enfance et dans des conditions d'hygiène normales, avec une nutrition normale. C'est-à-dire qu'un enfant qui serait immunodéficient pour une raison ou une autre peut effectivement mourir d'une rougeole ou d'oreillon. Hein, mais disons que nos grands-mères ont toutes survécu à ces maladies infantiles sans aucune difficulté. Donc vous disiez, pour entrer à l'école, il faut DTP, ça bien sûr, le ROR et le BCG. Et est conseillé le ROR et le BCG, mais dans la pratique, on vous met une telle pression qu'en fait, vous choisissez pas vraiment, vous les faites. Donc c'est-à-dire qu'en réalité, nous avons déjà les 11 vaccins obligatoires. Oui, 11, parce que là on en a 9, plus les 2 souches dont vous nous avez parlé tout à l'heure, qui sont cachées dans le DTP. Exactement, dans la coqueluche, on rajoute la coqueluche et l'hépatite B. On a donc tuberculose, coqueluche, tétanos, diphtérie, polio, hépatite B, oreillon, rougeole et rubéole qui sont faites à peu près pour tous les enfants scolarisés de manière presque normale, on va dire. Et ce même rapport dit qu'en réalité, le problème, c'est que malheureusement, l'école étant obligatoire qu'à partir de 6 ans, eh bien, il se trouve que certaines familles échappent à cette obligation vaccinale et jusqu'aux 6 ans de l'enfant. Donc là, ils essaient de résoudre une contradiction, on va dire, entre leurs différentes obligations, obligation de scolariser, obligation de vacciner. Voilà, tout ça, en fait, pour réduire les marges de liberté, finalement, ces 6 années auxquelles les enfants, enfin, certains enfants, on imagine d'ailleurs que la plupart des non-vaccinés viennent d'ailleurs de populations extra-européennes, parce qu'il y a une très grande discipline en dehors de milieux très marginaux. On parlait tout à l'heure des milieux sectaires, ça peut être aussi des milieux aussi il y a sous une influence religieuse comme des cathos tradis par exemple, ou des bourgeois, des bobos écolos, hein, comme on dit, hein, ils vaccinent peu aussi. Voilà, mais hormis ces quelques populations marginales, pour l'essentiel, en fait, la hausse aussi de la non-vaccination provient du fait que les populations d'origine africaine et asiatique ne vaccinent pas. Mais on en parlera peut-être tout à l'heure, mais pour revenir à notre sujet, pour scolariser un enfant, il faut vacciner sur ces 9, 11, 12 souches. C'est-à-dire qu'un enfant, avant de rentrer à l'école, a déjà reçu ces 12 souches qui, dans son système immunitaire, pour
comme finalement des talons d'assurance. Bon, on va appeler ça comme ça. Il a été déjà injecté de ces 12 souches. C'est quand même une chose très sérieuse, Isolde Turan. Oui, c'est une chose très sérieuse, surtout qu'il a peut-être reçu 12 souches séparées, mais il y a eu les rappels aussi. Et donc, on peut considérer déjà qu'un enfant atteignant 9 mois a déjà reçu jusqu'à 24 injections de produits différentes, en fait. Enfin, parfois en une seule injection, mais je veux dire, 24 souches, voilà. Donc, c'est énorme, sachant que l'immunité... on part du principe qu'en fait ce qui est intéressant dans le procédé vaccinal, c'est qu'on vaccine des nourrissons pour faire leur immunité finalement, alors que justement l'immunité c'est quelque chose qui se fait avec les maladies. Et donc finalement on empêche ces enfants de faire leur propre défense. On inocule direct dans le sang pour éviter qu'ils les aient. Et ça, c'est vrai que ça pose pas mal de questions sur notre médecine et la manière dont on envisage le corps humain et la maladie. Parce que tout tourne aujourd'hui vers ce côté assurantiel, mais rien ne garantit à aucun moment que ça crée une bonne immunité pour l'enfant. C'est-à-dire que l'immunité d'un enfant doit être prise de manière générale et pas seulement par petites touches séparées. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous êtes vacciné contre le tétanos ou la polio que vous êtes devenu invincible. Ça n'a pas de lien. Est-ce que c'est pas ce que les populations attendent finalement de cette médecine assurantielle? C'est d'une certaine façon une tranquillité d'esprit plus qu'une immunité inviolable. Je pense que oui, c'est une tranquillité et c'est une forme de confiance qu'ils ont dans la médecine. Ils se posent pas trop la question. C'est une confiance aveugle et dans le bienfaiteur qu'est l'État. Et comme d'ailleurs dans l'éducation nationale, quand on commence à poser des questions sur la manière, sur les d'autres choses qui existent autres que les écoles classiques de l'éducation nationale, tout de suite ça devient compliqué. En France, c'est compliqué. Oui, en effet, on en a déjà parlé à ce micro lorsqu'on nous avions parlé avec Victor Robert des écoles hors contrat, que tout ce qui en fait sort des clous de l'école libre gratuite obligatoire de Jules Ferry et de la vaccination pasteurienne, finalement, tout ça hors de la République, point de salut, hors des politiques de santé étatiques pilotées à distance par le ministère, finalement, point de salut non plus. Le temps avance, Isolde Turan, nous sommes presque déjà au moment de la pause. Est-ce que vous auriez quelque chose à dire en conclusion de cette première partie sur la culture de l'irresponsabilité du système vaccinal? Alors oui, pour conclure, c'était surtout l'idée finalement que un vaccin c'est pas comme un répulsif anti-moustique. Si on vaccine, si on se vaccine, c'est pas parce qu'on n'est pas vacciné que directement les moustiques vont se jeter sur nous. C'est pas vrai. Et donc en fait c'est toute la culture autour de la vaccination et la perception qu'on a de la vaccination qui est mensongère, c'est-à-dire qu'on ne prend plus à la mesure, on ne prend plus le procédé à sa juste mesure. Et l'obligation s'impose de par cette idée finalement que c'est quelque chose qui sauve. Et vous aviez mentionné un dernier point, et je vais rebondir là-dessus pour conclure, parce que vous disiez oui, si vous ne vaccinez pas pour vous-même, faites-le pour les autres. Eh bien, c'est là encore entièrement faux, puisque évidemment si vous êtes vacciné, vous ne risquez rien. Et par ailleurs, c'est pas parce que vous êtes vacciné que vous n'êtes pas porteur de certaines maladies. Et effectivement, il y a des personnes qui ne peuvent être vaccinées, à savoir les immunodéficients et les personnes très âgées sur lesquelles la vaccination fonctionne mal ou pas, disent-ils. Donc, qui sont des échecs vaccinaux et là qui méritent d'être protégés. Mais ces gens qui méritent d'être protégés peuvent tout à fait attraper cette même maladie. Qui pourrait être véhiculé par quelqu'un qui lui-même est vacciné. C'est-à-dire que on peut être porteur sain. Voilà, exactement. Ça n'a pas de lien. Et les personnes immunodéficientes ou les personnes âgées, enfin immunodéficientes pour plein de raisons, nécessitent effectivement une vraie campagne de protection préventive réelle et non pas assurantielle en effet. Et il est évident qu'il faille les protéger véritablement. Mais en tout cas, c'est pas le cas de monsieur madame tout le monde qu'on croise dans le métro. Oui, c'est pour ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que le cas des immunodéficients devrait servir comme ligne de guide à la politique de santé pour tout un chacun. C'est-à-dire que si les immunodéficients, il y a des procédés pour prévenir les maladies pour lesquelles on vaccine,
probablement les mêmes processus s'appliquent à toute la population, à laquelle malheureusement aujourd'hui on impose la vaccination à tout le troupeau. Moi je ferai un dernier mot de conclusion avant la pause musicale et le Hall of Shame, c'est la culture de la peur. En réalité, les campagnes de ces dernières années, mais en fait les campagnes depuis presque toujours sur la vaccination, c'est la garantie de la quiétude d'esprit, je vous le disais tout à l'heure, la tranquillité d'esprit, et face à cela, on oppose évidemment des campagnes de peur qui sont totalement irrationnelles, totalement mythifiées en réalité, des peurs mystiques presque. Le microbe est dans cette culture pasteurienne le coupable de tous nos maux, le microbe invisible, n'est-ce pas? Là on est quasiment dans le religieux, ce qui échappe au regard est le porteur du danger, et contre ça évidemment il y a le remède miracle, la fiole miraculeuse et comment on appelle ça, la panacée universelle, le vaccin pasteurien. Isolde Turan. Oui, c'est vraiment ça. Je pense que pour aborder vraiment de manière détendue justement la question vaccinale, et c'est ce à quoi m'ont conduit mes recherches jusque-là, du fait de la loi, hein, je le cache pas, ça a été l'opportunité pour moi de découvrir ce domaine qui m'était très inconnu. Ça m'a surtout permis de regarder les choses à froid, et en fait quand on les regarde à froid et qu'on reprend les définitions et le procédé en lui-même, on commence déjà à sentir moins le poids de ce discours qui est presque terroriste dans le sens où il vous terrorise, où vous avez même peur de vous poser les questions. C'est-à-dire que quand moi j'avais commencé à chercher un petit peu sur l'obligation vaccinale, tout de suite j'avais en tête les adjuvants, l'aluminium, et pas du tout finalement ce à quoi me conduisent aujourd'hui, ce dont je vous parle aujourd'hui. Ce dont je vous parle aujourd'hui, c'est le procédé lui-même, le procédé de l'obligation vaccinale, qui est dramatique sur un plan anthropologique, sur un plan politique, et surtout qui dit beaucoup de notre société et de nos attentes, alors même que là on parle même pas finalement d'efficacité, nous n'avons pas abordé la question de l'efficacité. Donc rien que tout ce qu'on vient d'énoncer, je pense, doit nous permettre de dire une obligation vaccinale n'est pas nécessaire, rendons aux familles le choix, parce qu'une famille peut faire le choix de ne pas vacciner et avoir des enfants qui se portent bien, c'est une réalité. Voilà, on va aborder ça en deuxième partie d'émission, on se retrouve après le Hall of Shame et la pause musicale. Shame. 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 J'attendais que nous fassions une émission un peu plus substantielle pour remercier les tipeurs et nos donateurs. Donc cette semaine, je remercie une fois de plus El Willy qui, vous le savez, a déjà donné cette fois-ci l'annuel son don de 50 € en me mettant ce message. Il n'y a pas de mots, il n'y a plus de mots. Merci pour tout depuis Hong Kong. Un message également d'un de ses complices, probablement, Emery, qui lui aussi nous fait un don de 50 € et qui me dit « Il n'y a pas de mots, il n'y a plus de mots, plein de bis depuis Hong Kong ». Merci pour cette complicité, messieurs. Merci de votre soutien. Je voudrais remercier également un autre expat, Daniel, qui lui a pris contact directement avec moi pour me faire un don de 100 €. Je voudrais remercier cette communauté des Français expatriés qui réussissent, et tant mieux pour vous, et qui nous soutiennent depuis quelques mois, parce que je vois en effet se dessiner ce profil. Et pour ça, je vous remercie. Je voudrais également remercier, comme toutes les semaines, mes enfants, on ne le fait jamais assez, parce que vraiment, ils méritent nos remerciements les plus humbles parce qu'il fait un travail remarquable. C'est bien sûr le Bard qui est l'auteur des collages et morceaux, on va dire, d'électro-indus qui passent souvent en fin d'émission. Merci au Bard et on se retrouve après la pause. Tant où je n'étais qu'un gosse, mon grand-père me disait souvent, assis à l'ombre de son porche, en regardant passer le vent, petit, vois-tu ce pieu de bois auquel nous sommes tous enchaînés, tant qu'il sera planté comme ça, nous n'aurons pas la liberté. Mais si nous tirons tous, il tombera. Ça ne peut pas durer comme ça. Il faut qu'il tombe, tombe, tombe. Vois-tu comme il
penche déjà. Si je tire fort, il doit bouger. Et si tu tires à mes côtés, c'est sûr qu'il tombe, 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 et nous aurons la liberté. Petit, ça fait déjà longtemps que je m'y écorche les mains, et je me dis de temps en temps que je me suis battu pour rien. Il est toujours si grand, si lourd, la force vient à me manquer. Je me demande si un jour nous aurons bien la liberté. Mais si nous tirons tous, il tombera. Ça ne peut pas durer comme ça. Il faut qu'il tombe, tombe, tombe. Vois-tu comme il penche déjà. Si je tire fort, il doit bouger. Et si tu tires à mes côtés, c'est sûr qu'il tombe, 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 et nous aurons la liberté. Puis mon grand-père s'en est allé, un vent mauvais l'a emporté, et je reste seul sous le porche à regarder jouer d'autres gosses, dansant autour du vieux pieu noir, où tant de mains se sont usées. Ils chantent des chansons d'espoir qui parlent de la liberté. Oh, si nous tirons tous, il tombera. Ça ne peut pas durer comme ça. Il faut qu'il tombe, tombe, tombe. Vois-tu comme il penche déjà. Si je tire fort, il doit bouger. Et si tu tires à mes côtés, c'est sûr qu'il tombe, 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 et nous aurons la liberté. La, 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 et si tu tires à mes côtés, c'est sûr qu'il tombe, 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 et nous aurons la liberté. Après la pause musicale, on se retrouve avec Iseult Turan, porte-parole des Antigones, pour parler d'un sujet qu'elle prépare pour un dossier qu'elles rendront disponible sur leur site internet. Alors pas tout de suite, parce qu'il doit d'abord passer par tout un processus de relecture, de correction, et d'une certaine façon aussi de validation, sinon scientifique en tout cas, on va dire, sur l'état du débat. Iseult Turan, on peut retrouver les activités des Antigones sur votre page Facebook, sur votre site internet également. Je crois que vous avez aussi une annonce à faire, parce que vous êtes arrivé sur YouTube, Iseult Turan. Exactement, les Antigones sont arrivés sur YouTube pour rendre nos contenus un petit peu plus abordables. Donc nous avons décidé de trouver un format qui soit plus adéquat pour tout le monde, plus facile. Donc du coup on a fait des petites émissions qui ont vocation à simplement faire découvrir un petit peu les thématiques qu'on aborde. Nous avons lancé la première qui était de présentation en octobre, une seconde sur la contraception en novembre. Nous aurons en décembre un bilan quinquennal sur le féminisme d'Hollande. Donc. Voilà, donc la chaîne s'intitule Le Café des Antigones. Et puis, pour ce qui est de ce dossier vaccinal, je vous cache pas que je ne suis pas médecin. Comme je le disais en conclusion d'émission, c'est des recherches que j'ai effectuées juste au démarrage suite à cette loi qui vient d'émerger. Donc évidemment, nous prendrons le temps de consulter des professionnels, de faire quelque chose d'un peu plus détaillé et complet. Donc là, je vous le fais en avant-première avec mes petits moyens, mais j'espère que nous pourrons sortir un dossier un peu plus complet et ce sera pas tout de suite, évidemment.
Alors là, on va peut-être justement en profiter pour donner une brève bibliographie. Alors d'abord, à Seigneur tout honneur, je dois dire que cette émission, nous avons eu l'idée de la faire, Iseul, parce que nous avons entendu ensemble une vidéo de témoignage. Je ne peux pas la dater, elle doit pas être très ancienne, je crois qu'elle doit dater justement du début de la polémique sur l'obligation des 11 vaccins. Isabelle Adjani, donc l'actrice, qui est maintenant une dame d'un âge canonique, et qui a eu des enfants qui sont maintenant des jeunes gens, des gens de 20 ans ou plus, interrogée par un journaliste de radio, offrait un témoignage tout à fait émouvant et tout à fait convaincant des choix qu'elle a fait en matière vaccinale. Dans ce passage audio, Isabelle Adjani rapportait d'abord sa propre expérience à l'égard de la vaccination de ses enfants. De là, élaborait des accusations assez graves à l'égard du système vaccinal, en particulier du système d'obligation vaccinale. Est-ce que vous pouvez en restituer l'essentiel ? Oui, elle parlait de crime contre l'immunité. Elle disait le vaccin est un crime contre l'immunité. Donc ça déjà c'était très intéressant pour mettre un petit peu nos auditeurs sur une piste de travail, c'est-à-dire de redéfinition de ce que c'est que l'immunité, pour mieux comprendre à quoi s'attaque le vaccin finalement et quelles sont les ressources humaines à l'intérieur de nous-mêmes déjà, pour pouvoir combattre une maladie. Et qu'est-ce que c'est qu'une maladie finalement ? C'est des questions qu'on devrait tous avoir à se poser, et avant tout pour la protection de nos enfants. Puis il y avait quelque chose aussi qui me paraissait absolument essentiel dans ce qu'elle a dit. J'ai fait des faux pour mes enfants. J'ai trouvé ça d'un très grand courage d'annoncer ça, parce que évidemment il n'y a pas de pénalisation contre les gens qui ne vaccineraient pas leurs enfants. On n'a pas conscience de ce à quoi ça peut conduire d'un point de vue juridique. Non, c'est très simple. Un enfant qui ne serait pas vacciné ne peut pas être reçu dans quelque collectivité que ce soit. Exactement. Mais un parent peut très bien faire l'instruction à la maison, donc en tant que tel, il n'y a pas de souci. Juste pour discuter de ça, il faut pas perdre de vue qu'aujourd'hui, faire le choix de ne pas vacciner ses enfants et d'assumer ce choix publiquement, c'est la garantie d'une vie très compliquée pour ce qui est de la scolarisation, des loisirs, etc. Bon, pourquoi pas ? C'est un choix extrêmement radical auquel peu de personnes sont capables d'en accepter toutes les conséquences, les dernières conséquences. En revanche, Isabelle Adjani, en effet, a montré un grand courage en témoignant publiquement. Elle ne risque plus de sanctions pénales, parce qu'il y a prescription, évidemment, des faux en écriture dont elle s'est rendue coupable, mais simplement de donner ce témoignage, de dire « j'ai fait des faux » parce qu'elle ne voulait pas compromettre un médecin dans son choix de ne pas vacciner ses enfants. Parce que je rappelle, ça c'est une pratique qui se fait aussi, Iseul, on vaccine le carnet, comme on dit. C'est-à-dire qu'on trouve un médecin, homéopathe par exemple, complaisant, qui comprend les problématiques des parents qui sont sceptiques ou qui sont hostiles au vaccin, et qui peut apposer les petites étiquettes, signer de sa main et mettre le tampon, ce qu'on appelle vacciner le carnet. Est-ce que c'est une solution, Iseul ? Ce qui est intéressant, c'est que je vous abordais la question de l'irresponsabilité au démarrage, en vous détaillant un petit peu de manière un peu floue le contexte irresponsable dans lequel nous conduisait la vaccination. Et finalement, l'acmé de cette irresponsabilité, c'est le moment où finalement un parent ne veut pas faire vacciner son enfant. Eh bien, il ne choisit pas la responsabilité comme le fait Adjani, c'est-à-dire le caractère absolument responsable de dire « j'ai fait un faux et j'en prends l'entière responsabilité et je l'assume parce que je sais que je fais bien ». Non, la plupart des parents vont chercher à se cacher derrière un médecin qui fera un faux et qui, lui, va risquer toute sa carrière. J'ai commencé à regarder un petit peu la littérature qu'il y avait sur anti-vaccinal. Il y a toujours un moment donné où on cherche des pistes, où les parents cherchent des pistes finalement pour ne pas vacciner leurs enfants ou lutter contre cette obligation. Et dans tous les livres que j'ai eu la chance d'avoir d'occasion, était griffonné, entouré, l'endroit où finalement il était dit vous pouvez trouver un médecin complaisant, ou vous pouvez trouver un médecin qui vous fera une excuse et il n'a pas mentionné pourquoi, mais ça vaut certificat, donc vous pourrez scolariser vos enfants. Et là j'ai été effarée, c'est-à-dire que les gens finalement en lisant ces livres ils cherchaient la petite magagne, la petite astuce pour ne pas avoir à vacciner, mais finalement pas avoir à en assumer quelque responsabilité que ce soit finalement. Voilà, l'irresponsabilité. C'est-à-dire que on cherche, on n'est plus parents. On cherche quand même à esquiver le Léviathan. Hein. On cherche à esquiver le conflit avec l'État. C'est vrai. Bon, après, on peut pas demander à tout le monde d'être des héros. Mais reprenons ce témoignage d'Adjani, il y avait d'autres aspects intéressants. Elle a de ce jeu de mots qui, à mon avis, est quand même très osé. Crime contre l'immunité. Vous voyez un peu ce que ça soulève comme sous-entendu. Elle l'a fait évidemment à dessein pour susciter le scandale d'une certaine façon de son auditoire, attirer l'attention au moins du journaliste qui l'interrogeait. Et dans cette vidéo, Iseul, elle donnait aussi une petite liste de livres. Elle en recommandait 3. Alors je les ai ici devant moi. Il y avait d'abord celui-ci de Sylvie Simon aux éditions Delville Santé,
Ce qu'on nous cache sur les vaccins, qui est un best-seller, disons-le, préfacé par le docteur Jean Helmiger, un Suisse, qui d'ailleurs commet beaucoup de choses dans cette sphère sceptique à l'égard des vaccins ou anti-vaccinale. Un deuxième livre tout à fait passionnant, peut-être plus positif, justement, qui est peut-être moins dans la recherche de petites astuces pour échapper au Léviathan, et qui, on va en dire un mot évidemment dans cette deuxième partie d'émission. Alors, à ce livre du docteur Françoise Berthoud, La bonne santé des enfants non vaccinés, aux éditions Jouvence, dans la collection Enfants-Famille, et sous-titré Au-delà de la polémique. Et un dernier livre qui s'intitule Pour en finir avec Pasteur, un siècle de mystification scientifique, aux éditions Collection Résurgence, par le docteur Éric Ancelet. Ancelet qui d'ailleurs a demandé, si je ne me trompe pas, une préface au même docteur que celui qui préface le livre Ce qu'on nous cache sur les vaccins, le docteur Helmiger, si je ne m'abuse. Je crois que c'est ça. Donc vous pouvez évidemment vous procurer ces livres pour vous faire déjà une première opinion sur la question vaccinale. Il y en a un autre qu'on peut indiquer aussi, mais il y en a beaucoup évidemment, aux éditions Pourquoi vacciner, de Pierre-Jean Arduin, Pourquoi vacciner, la fin de la vaccination documentée et argumentée, qui a été, je crois, une de vos premières lectures, Iseul, sur le sujet. Mais enfin, il y a toujours lieu de se documenter, de compléter ses recherches. Mais on peut peut-être détailler un petit peu le contenu de ces livres. Si vous choisissez, par exemple, Ce qu'on nous cache sur les vaccins ou Pourquoi vacciner, ce sont des ouvrages qui vont traiter vraiment de chaque vaccin, de ses conséquences sur l'organisme répertoriées. Qu'est-ce que c'est que la maladie pour laquelle, contre laquelle vous vous vaccinez? Est-ce que c'est bien valable aujourd'hui de se vacciner contre ça? Est-ce que ça l'était hier? Vraiment, c'est-à-dire chaque maladie, chaque vaccin va être pris en considération avec des courbes. Voilà. Il y a souvent des tableaux, des comparaisons entre pays, des courbes au moins depuis 1900 pour certaines pathologies. Tout ça est très documenté et très argumenté. Il y a beaucoup de chiffres, beaucoup d'études qui sont citées. Celui sur la bonne santé des enfants non vaccinés va certes traiter de ces différentes maladies et reprendre un petit peu ces thématiques-là, mais il va surtout parler un petit peu des médecines alternatives et finalement de ces enfants qui ne se prennent pas tous les microbes sur la figure et qui meurent pas de millions de bactéries et du tétanos et de la polio en même temps. Voilà. Alors même ils sont non vaccinés, ils donnent beaucoup de cas à l'étranger. Ils prennent souvent des cas un petit peu limites, des cas intéressants d'ailleurs, qui devraient susciter l'intérêt de la communauté scientifique, comme par exemple le cas des Amish aux États-Unis, où les cas d'autisme sont extrêmement rares, qui souvent, alors là, encore une fois, moi je ne suis pas médecin, pas plus que vous, mais il y a des bruits persistants du lien entre certaines formes d'autisme en tout cas, sinon toutes, mais en tout cas beaucoup, et le phénomène des vaccins. Et en effet, on voit une corrélation qui existe, puisque les communautés non vaccinées, typiquement les Amish qui vivent, je le rappelle, comme les protestants ménonites du XVIe, XVIIe siècle, qui d'ailleurs n'ont pas de télévision, pas d'électricité, enfin, qui vivent comme au XVIIe siècle, évidemment ne vaccinent pas, puisque ça c'est une pratique pasteurienne, donc plus tardive, du XIXe siècle, ils ne vaccinent pas, et donc ils sont une population témoin sur laquelle on peut voir l'effet d'une vie sans vaccin. Exactement, donc c'est ces exemples-là, mais c'est aussi de manière plus générale, il traite finalement des petits bobos du quotidien, de la manière dont les enfants réagissent à la contrariété, il définit un petit peu ce que c'est que le système immunitaire, comment ça se construit, et puis le rôle des maladies infantiles, c'est-à-dire que... oui, le rôle même constructif de la maladie infantile. Exactement, combien d'enfants, dit-il, déclarent un mal de ventre avant d'aller à l'école? Tout n'est pas de la comédie, évidemment, et justement, c'est parce que c'est pas de la comédie que c'est intéressant. C'est une manifestation du corps, d'une contrariété, et en fait, l'apprentissage de la frustration, c'est vraiment quelque chose de difficile pour les enfants et qui se traduit dans les maladies infantiles aussi. Et chacun va y réagir différemment. Dans une même fratrie, on va avoir un enfant qui va faire une rougeole hémorragique, alors que tous les autres ont eu une rougeole classique. Ça dénote déjà d'un terrain spécifique de l'enfant. Et le fait de le savoir, ça permet déjà de déceler plein de petits problèmes qu'il pourrait avoir plus tard et de les prévenir. En fait, c'est la réaction de ces enfants à des maladies comme la rougeole ou les oreillons ou ce genre de choses qui vont permettre aussi aux médecins de famille normal, aux vrais médecins de famille, de pouvoir déceler le terrain de l'enfant, la difficulté de l'enfant, comprendre l'enfant. Et, oui, en fait, d'appréhender son complexe de santé de façon holiste. Vous avez lâché le mot, Iseul, c'est-à-dire comme un tout
un tout corps, esprit et âme. Ça me renvoie un petit peu à ce que je lisais dans le livre du docteur Eric Ancelet sur Pour en finir avec Pasteur, où il fait un lien très fort entre les maladies inflammatoires de l'enfance, celles que vous citiez, oreillons, rougeole, etc., qui sont des maladies donc justement inflammatoires donc de la jeunesse plutôt, à opposer aux maladies froides, cancer et autres, qui sont plutôt des maladies de la vieillesse, même si aujourd'hui, bien sûr, tout se mélange, parce qu'il y a une épidémie de cancer des enfants maintenant. Donc il y a bien une sorte de lien presque biographique, en fait, de la maladie et de l'être humain. L'être humain va développer un certain type de maladie, de pathologie dans l'enfance, plutôt inflammatoire, parce que, justement, c'est tout l'âge de la croissance, de l'apprentissage, tout simplement. Si des scientistes nous écoutent, c'est vrai que c'est pas des propos qu'on a l'habitude de tenir sur le corps humain, sur la médecine, mais je pense que justement le procédé vaccinal nous conduit à une forme de médecine, une médecine morcelée qui morcelle la maladie cause et la maladie conséquence, qui mélange tout ça, qui va faire du microbe le seul coupable, alors que même dans une population de non-vaccinés, tous ne vont pas attraper les mêmes maladies, et qu'à aucun moment on s'interroge du pourquoi des choses. Et c'est vrai que autant justement la bonne santé des enfants non vaccinés et Pour en finir avec Pasteur, là sont des ouvrages beaucoup plus profonds, où on ne fait pas le tri finalement entre le mauvais ou le bon vaccin, mais qui remettent vraiment en considération toute la manière dont on envisage la médecine moderne et la santé. Oui, la santé humaine, en effet, c'est un complexe, c'est une chose qui est évidemment aussi liée aux activités, à l'activité spirituelle, à la vie intérieure, aux émotions, à l'endroit où l'on est des différentes tragédies qui traversent la vie de toute personne. Et je dois dire que l'un des livres qui pour moi était le plus instructif sur ce que peut être vraiment une vraie intelligence de la santé humaine, c'est celui du docteur Ancelet, sur Pour en finir avec Pasteur, et je dois dire que ça c'est vraiment une partie qui moi ce livre m'a absolument passionné. D'abord l'introduction est tout à fait passionnante sur ce que c'est que la santé humaine, mais dès que l'on rentre dans la biographie, on va dire, du grand ancien, le grand ancêtre du système vaccinal, du système pasteurien, on découvre bien des choses. D'abord que Pasteur par exemple était un plagiaire, que c'était un faussaire aussi, qu'il a falsifié des résultats d'expérience. Mais tout ça est très connu, tout ça n'est contesté par personne. Je rappelle qu'en 95, c'était l'anniversaire de ses 100 ans. À cette occasion, beaucoup de livres sont parus. Et à l'occasion de cet anniversaire, on a découvert aussi, mais ça, encore une fois, ça n'était contesté par personne, que Pasteur avait été à l'origine d'un des plus grands ensembles médicaux et financiers mondiaux, puisqu'il va inventer, en fait, l'Institut Pasteur, qui poursuit son œuvre aujourd'hui. Mais en fait, le principe même de la grande entreprise de santé, qui est une chose nouvelle, et en fait, ça correspond tout à fait, nous rappelle le docteur Ancelet, aux attentes de l'époque, d'abord. Pasteur est arrivé à un moment donné, il s'agissait de répondre à des espérances, et aussi, il arrive à un moment de la construction de grands empires industriels, ce qui n'existait pas avant. Et c'est ça qui est passionnant, c'est qu'en fait, le docteur Ancelet nous montre, et plus qu'il ne démontre, il nous montre Pasteur dans son siècle, et comment en fait tout cela est très largement passé de mode, les choses ont changé, et puis les réalisations du système pasteurien ne sont plus du tout au rendez-vous. Les fruits ne sont plus au rendez-vous. Il y a eu en effet une belle embellie, une belle illusion initiale. Il y a eu des effets, c'est vrai, sur la santé, mais qui n'étaient pas durables du fait de la conception même du système pasteurien, qui s'attaque finalement aux problèmes, aux maladies, à la pathologie en surface. Et ce que nous explique Ancelet, c'est que à prendre les choses de manière exclusivement matérialiste, mécaniste, et comme vous le disiez, c'est-à-dire de manière séparée, et en confondant les maladies causes et les maladies conséquences, expression en fait d'un mal plus profond, ou d'un autre mal tout simplement, le système pasteurien finalement est arrivé à sa limite. Seulement, maintenant, il est institutionnalisé au point qu'il est devenu une sorte d'expression même de l'État, même presque, on pourrait même dire de la République, et que il est maintenant institutionnalisé au point que c'est très difficile de le remettre en question. Maintenant, des ouvertures se font, on l'a vu avec des offensives comme celle du professeur Joyeux, comme celle de nombreuses newsletters qui circulent sur la toile, qui essaient de mettre en garde, d'avertir sur ce que c'est que vraiment la santé humaine, comment l'aborder par l'alimentation, par des médecines d'accompagnement, on va dire des pratiques de santé qui accompagnent la vie quotidienne, qui sont des médecines préventives, plutôt que la médecine allopathique, qui en est en fait, on en est au bout du bout là, c'est-à-dire que là on est en train de traiter le grand mal-être de l'être humain
dû aussi, je le disais en introduction de cette émission, à son mode d'alimentation, alimentation sur des régimes carnés, originaires de cheptels qui sont eux aussi vaccinés. On n'a pas eu le temps d'en dire beaucoup, mais ça aussi, je crois, Iseul, que c'est un vrai défi qui est posé à la santé humaine. C'est la vaccination obligatoire de toutes les bêtes, y compris bio, y compris locales, de saison, tout ce qu'on voudra, toutes choses dont on discute, vous le savez, à cette antenne. Malheureusement, là, on arrive sur un mur, le mur de la loi de l'obligation vaccinale pour les populations relevant des traitements vétérinaires. Iseul Turan. Exactement, c'est le grand problème, c'est qu'on traite les enfants comme les bêtes, et les bêtes, malheureusement, on finit par les manger. Donc on traite mal même notre propre nourriture et nos propres enfants. Surtout, c'est pour celles et ceux qui nous écoutent et qui ont envie de se lancer déjà dans une démarche de se poser des questions. Tout va dépendre un petit peu de l'endroit d'où vous partez. Est-ce que vous avez à vous faire vacciner ou à vacciner un enfant ? Auquel cas, je recommanderais plutôt un ouvrage pour voir les maladies séparément, déjà pour rassurer, pour comprendre comment ça fonctionne, et puis pour avoir un aspect plus scientifique et chiffré finalement de ce grand mythe vaccinal dont finalement aucun médecin que vous croisez ne sera capable de vous dire combien de personnes ça a sauvé. Hein. On a bien compris que ça en avait sauvé des millions, mais combien, comment, pourquoi, ça personne ne peut le dire. Et ces ouvrages-là ont le mérite de reporter les chiffres, les courbes, le nombre de morts annuelles par maladie. Oui, on peut donner un exemple comme ça pour que les gens se fassent une idée. Par exemple, on a le cas d'un de nos camarades qui avait l'obligation, pour des raisons professionnelles, de faire un rappel du tétanos, et qui a finalement renoncé à le faire parce que il a appris à la lecture d'un de ses livres, Iseul, que il n'y avait eu, je crois, en 2012 ou en 2015, je ne sais plus, qu'un seul cas de tétanos, et c'était à Mayotte. Oui, c'était une personne jeune de 28 ans qui a eu le tétanos à Mayotte. Il y en a eu d'autres en France un peu plus tard, mais qui sont des personnes âgées. Et donc là, par exemple, pour prendre le cas du tétanos, le tétanos, c'est quelque chose qui se trouve dans la terre. Donc ça ne saute pas d'une personne à une autre, c'est pas quelque chose qui se véhicule. Le tétanos, c'est quelque chose qui se trouve dans les eaux stagnantes et la terre. Ce qui est intéressant, c'est que les cas de tétanos ont évidemment drastiquement disparu du fait de l'hygiène avant même l'introduction obligatoire du vaccin et avant même l'introduction du vaccin. La simple hygiène avait suffi à limiter les épidémies. Le fait de couper convenablement le cordon d'un nourrisson évitait le tétanos du nourrisson. Et que pour les personnes qui continuaient à l'avoir, c'était parfois même des personnes vaccinées, mais qui étaient arrivées à un certain âge. Et donc le fait de savoir ça, déjà éclaire un petit peu sur qu'est-ce que le tétanos, comment on peut l'attraper, qui est-ce que ça touche, et permet de prendre une décision valablement déjà. Alors, il y a d'autres courbes qui sont données dans ces ouvrages, comme par exemple le rapport qui peut exister entre certaines vaccinations et l'existence, l'apparition de certaines pathologies en Inde, par exemple. Oui, alors il y avait le cas très célèbre qui était exposé dans Pourquoi vacciner sur la question de la poliomyélite, qui est vraiment très intéressant parce que la poliomyélite est une maladie civilisationnelle qui est apparue de manière très tardive et contre laquelle ça a été vraiment une épidémie, mais que du monde occidental, enfin au début. Les cas explosent en Inde, et là on peut d'ailleurs voir la corrélation entre deux courbes, celle des personnes vaccinées contre la polio et l'apparition de victimes du Guillain-Barré. Et donc finalement on s'aperçoit qu'il est tout à fait possible que le vaccin soit la cause en fait de cette pathologie du Guillain-Barré. Ou du moins qu'en tout cas, l'expression finalement de ces personnes qui auraient été atteintes de la poliomyélite se transforme, s'exprime autrement, on ne sait pas. Après, c'est des graphiques, on peut pas savoir, mais en tout cas, il y a une chose qui est certaine, c'est qu'aujourd'hui, va faire 10 ans que la France n'a pas eu un cas de mort de poliomyélite, que c'est quelque chose qui est apparu soudainement dans nos pays occidentaux et qui a aussi vite disparu. Et aujourd'hui, les campagnes de vaccination dans les endroits où il y a la poliomyélite ne donnent pas vraiment des résultats très satisfaisants du fait qu'on a des symptômes similaires, en tout cas qui apparaissent même dans la population vaccinée. Donc ça, c'était aussi extrêmement intéressant de voir aussi et d'apprendre surtout que oui, la poliomyélite, par exemple, la plupart des gens l'expriment et la portent et n'en ont aucun symptôme. C'est une très faible partie qui vont développer justement une pathologie sensible. Les cas en Inde ne montrent pas une campagne de vaccination très, très favorable. Est-ce que dans les 5 dernières minutes qui nous restent, on peut donner quelques recommandations en dehors de ces lectures ? Reportez-vous à ces livres. La bonne santé des enfants non vaccinés, je le rappelle, aux éditions Jouvence. Pourquoi vacciner aux éditions Pourquoi vacciner de Jean-Pierre Arduin, Le livre du docteur Éric Ancelet, Pour en finir avec Pasteur, un siècle de mystification scientifique, aux éditions Résurgence. Et le livre de Sylvie Simon, qui est un best-seller, je le rappelle, Ce qu'on nous cache sur les vaccins,
aux éditions Delville Santé, avec une préface du docteur Jean Helmiguer. Je vous conseille de vous reporter d'ailleurs aux travaux du docteur Jean Helmiguer pour comprendre ce que c'est que la santé humaine, de creuser ces questions. On essaiera peut-être dans un deuxième temps, Iseul, de faire une émission sur les solutions que propose ce docteur. Nous reviendrons sur ces questions de santé avec vous et avec d'autres. Mais là, avant de nous séparer, Iseul, il faut que nous répondions à la question que se posent beaucoup de nos auditeurs, de nos auditrices, c'est d'accord, tout ça c'est bien gentil, mais moi, qu'est-ce que je fais ? Je crois que si vous êtes un parent, parce que souvent celui qui se pose la question c'est un parent, puisqu'il le fait, enfin l'inquiétude est de le faire pour un tiers, hein, sinon pour vous-même je dirais que vous êtes grand. Pour le faire pour un tiers, je pense qu'il faut déjà prendre en considération que vous êtes le parent de l'enfant, vous voulez le mieux pour lui, et donc il faut déjà orienter toutes ces recherches pour avoir l'esprit le plus ouvert et pour chercher ce qu'il y a de mieux et ce surtout ce qu'on est capable d'accepter. C'est-à-dire que là, je vais pas avoir une posture en disant faut vacciner ou pas vacciner. Il y a des gens qui, ne vaccinant pas, vont vivre dans une inquiétude tellement permanente, qui vont s'empêcher de scolariser leurs enfants, mais même pour qu'ils soient en contact avec d'autres, qui vont en fait ne plus vivre, laver leurs mains, enfin rentrer dans une pathologie autre. C'est une démarche aussi de pas vacciner. La première chose qu'on peut dire à nos auditeurs, c'est il faut que vous trouviez ce qui vous conviendra le mieux. Il faut que vous soyez à l'aise dans vos baskets et que vous soyez sûr de vous. C'est-à-dire que vous vaccinez ou que vous ne vaccinez pas, il faut que vous soyez sûr de vous. Il faudra assumer les conséquences aussi des choix que vous ferez. Et pour être, en fait, je dis soyez sûr de vous. Pourquoi ? Parce que je pense que ce qui est important, c'est de rentrer dans une logique de responsabilité. Donc, que vous choisissiez ou non de vacciner, faites-le en responsabilité totale. Là, c'est rentrer dans une logique de responsabilité parentale. Soyez des vrais parents et assumez vos choix éducatifs et sanitaires. Moi, le conseil que je donnerais, c'est quand même, pour commencer, peut-être si on est parent, pour répondre à cet auditeur ou cette auditrice qui se pose la question pour un tiers, pour un enfant, c'est peut-être de commencer juste par lire ce petit livre, La bonne santé des enfants non vaccinés, aux éditions Jouvence, qui fait 170 pages. Il est très bien fait. Il est dans une démarche extrêmement positive où il replace vraiment la question de l'immunité et de la santé. Oui, je rappelle le sous-titre, au-delà de la polémique. Il ne s'agit pas pour nous ici de savoir pour vous, de trancher pour vous la question de savoir si les vaccins sont beaux ou mauvais. Je vais vous dire. On n'est pas médecin déjà. Enfin, je veux dire, ni vous ni moi, Monsieur Kahn est médecin, et je pense qu'il faut savoir rester à sa place. C'est vrai. Je crois que quand même, on peut donner quand même une indication, c'est qu'il y a des indices très sérieux de remise en question du système vaccinal pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure, des raisons historiques, politiques, philosophiques, qui concernent le système pasteurien, qui est un système daté, qui a atteint ses limites, scientiste, matérialiste, non holistique, qui ne prend la santé humaine que comme une machine tout à fait dans la logique cartésienne. Le corps humain n'est pas une machine animée, c'est beaucoup plus que cela. C'est d'abord une part de mystère aussi, l'âme qui est la cause de beaucoup d'affections. On sait qu'au moins 80% des pathologies sont induites par l'esprit humain, et puis que d'autre part, certaines guérisons aussi sont induites par la force de caractère, la volonté de sortir de la guérison, l'intention en fait du malade. Jadis, il y avait des médecins, je veux dire tout à fait formés aux universités parisiennes, hein, des vrais médecins formés à l'école française, mais qui prenaient l'être humain comme un tout. Or aujourd'hui, ils prennent l'être humain comme une bécane qu'il s'agit de réparer et dans laquelle il faut changer les pièces. Hein, on rentre là progressivement dans l'âge du transhumanisme. Et c'est probablement pas un hasard, tout ça est probablement intimement lié. Iseul Thuan, vous le disiez, prendre ses responsabilités. Mais il y a pas que ça. Les vaccins induisent aussi une logique assurantielle d'irresponsabilité collective et finalement une destruction anthropologique de la famille aussi par le caractère obligatoire. Donc pour toutes ces raisons, vous devez vous poser la question. Et toutes ces raisons ne sont pas des raisons de ne pas vacciner, sont des raisons légitimes de se poser des vraies questions. Les choses sont entre vos mains et je pense que nul n'est censé choisir à la place des parents. Et si je ne souhaite pas que l'éducation nationale ou l'État le fasse pour vous, je ne vais certainement pas le faire pour vous. Certes, moi en tout cas je m'avancerai un peu plus, je vous dirais méfiez-vous de la vaccination, lisez à ce sujet, prenez ça avec le plus grand sérieux et ne vaccinez pas inutilement, en particulier pour ce qui est des questions de loisirs, voyages dans les pays d'Afrique ou que sais-je encore. Dites-vous bien que les vaccins, aujourd'hui c'est une chose tout à fait établie, entament très sérieusement le système immunitaire de l'être humain, mais sachez que la vaccination, aujourd'hui, c'est un fait établi, une des causes de la dépression immunitaire des populations animales que malheureusement nous consommons et du cheptel humain
que malheureusement nous avons dans le parc humain, comme le disait Sloterdijk, que je citais en première partie d'émission. Isolde Turan, un mot de conclusion ? L'immunité aujourd'hui de notre population française est en véritable déclin. Les vaccins n'y sont probablement pas pour rien. Et je pense que ce qu'on a de mieux à offrir à un enfant, c'est la possibilité, la chance de pouvoir construire sa propre immunité. Alors pour ce qui est des solutions très pratiques, si vous deviez renoncer à vacciner vos enfants, évidemment je ne peux pas vous encourager à réaliser des faux, encore qu'il soit très facile de faire des tampons chez votre petit chausseur et serrurier du coin. Tout cela évidemment passera totalement inaperçu sur le carnet de santé. Je vous rappelle aussi que vous pouvez lire en complément de cette émission un livre important et intéressant dont on parlera peut-être une autre fois. La méthode harmoniste de Raymond Dextreit aux éditions Vivre en harmonie, qui est toute une méthode de santé humaine, un système à la fois d'alimentation, de culture physique, d'exposition à la lumière, d'emploi de l'argile, de la consommation régulière d'argile sous toutes ses formes. Évidemment, vous connaissez ça aussi probablement. Si un enfant chez vous a été vacciné récemment et que vous voulez neutraliser finalement les effets les plus néfastes de cette injection, vous pouvez toujours faire un cataplasme d'argile, mais ça rentre là aussi, on le disait tout à l'heure avec Isolde, dans la culture de l'irresponsabilité. On ne peut pas à la fois vacciner les enfants et leur mettre des cataplasmes, c'est un peu hypocrite et toujours risqué. Isolde Turan, je vous remercie de votre participation à cette émission Fréquence Orage d'Acier. Je vous dis à la semaine prochaine et n'oublie pas, si c'est ton premier soir, tu dois combattre.